Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'auditorium Michel Laclotte. Ce soir, Kader Attia commence à rendre public le processus de recherche et de contemplation qu'il a entamé ici même au Louvre, il y a maintenant 40 ans. Il y a 40 ans, le tout jeune Kader Attia se rend au Louvre un après-midi et y vit sa révélation d'artiste, commençant à se poser les questions du regard, du corps et de l'espace sensible et politique de l'œuvre d'art qu'il continue d'analyser dans ses œuvres et sa pensée jusqu'à aujourd'hui. Quand nous avons proposé avec Donatien Gros, il y a 2 ans, de confier à 2 artistes un atelier dans le Palais, ravivant une ancienne tradition du Louvre, Kader nous est apparu avec Elizabeth Peyton, qui est avec nous aussi ce soir et que je salue chaleureusement, comme la personne juste. Ces 2 artistes, dont l'œuvre est admirée dans le monde entier et résidant à Paris, ont connu leur révélation d'artiste au Louvre. Il était légitime que nous inventions avec eux ce statut d'hôte du Louvre, à la fois invité et puissance invitante, partie intégrante de la vie du Louvre. Depuis que Kader occupe son atelier, il n'a cessé de participer à nos actions, par une visite guidée offerte au public, par une séance de discussion avec des visiteurs lors de la nuit des musées l'année dernière, par un séminaire de recherche avec nos équipes de conservation et des figures extérieures au centre Dominique Vivant-Denon il y a 6 mois. Tout ce temps, cher Kader, vous avez réfléchi, travaillé, rencontré les équipes du musée, échangé avec elles. Artiste international, vivant entre Paris et Berlin, professeur à l'école d'art de Hambourg récemment, aussi à Barcelone, vous avez rassemblé votre expérience ici et ailleurs d'enseignants, d'artistes, de visiteurs qui déambulent dans le musée. Sensible aux présences humaines des œuvres et des personnes qui les rencontrent, vous nous proposez, lors de ces 3 leçons d'artistes, de réfléchir à cette impensé de l'art, le corps. Penser le corps dans son interaction avec les œuvres d'art, c'est rappeler le fondement de ce lieu de présence qu'est le musée, avec et parfois contre la prolifération numérique qui nous entoure. Pour cela, l'approche d'un artiste qui est à la fois du côté de la fabrique de l'art et de son expérience est unique. C'est tout le sens de ce cycle que nous avons créé il y a 3 ans et dont vous êtes, cher Kader, le 3e titulaire après Michelangelo Pistoletto et Simone Fattal. Donner à percevoir le regard d'un artiste sur nos questions de musée, de la même manière qu'à l'automne, avec la chaire du Louvre, nous invitons un penseur à proposer son approche. Et vous le savez, cet automne, nous aurons l'immense joie d'accueillir Glenn Laurie, qui quittera à ce moment-là ses fonctions de directeur du MoMA. Vous avez pensé ces 3 séances comme des scansions, tous les 2 mois, vous permettant de repenser à chaque fois le format à partir de la séance précédente et de faire de chaque séance un moment unique que vous avez décidé de concevoir autant comme une performance que comme une conférence, un moment d'expérience autant que de transmission. Nous nous retrouverons donc après cette séance le 5 juin et le 25 septembre pour poursuivre ce chemin avec vous. Cher Kader, nous sommes impatients de vous entendre. Merci. Et merci. D'abord à vous, le public, d'être là si nombreux, mais je vais revenir vers vous. À Madame la Présidente, Laurence Descartes, pour son soutien et sa volonté de faire du Louvre un musée plus vivant que jamais au XXIe siècle, et ce en invitant des artistes contemporains comme nos amis et amies, Simone Fattal, Elizabeth Peyton, qui effectivement est là ce soir, Luc Tymans, et bien d'autres encore. Merci aussi à Monsieur Donatien Gros, architecte et animateur des relations art contemporain, littérature, poésie et théorie au Louvre, avec beaucoup d'autres collègues, notamment son assistant et collaborateur précieux, Nicolas Marbeau, ainsi que Coralie Le Golvand du cabinet de la présidence. Évidemment, tous les directeurs et directrices de département rencontrés depuis que je suis résident au Louvre, ainsi que toute la formidable équipe de communication. La formidable équipe qui a rendu un tel rendez-vous techniquement possible. Les personnes qui font aujourd'hui, ce soir, même la lumière, le son, les personnes qui vous ont accueillis, et j'en oublie sans doute beaucoup, car organiser un tel événement demande une armée de collaborateurs et de collaboratrices.
Voilà. Alors je mets, pour la première fois, une fois n'est pas coutume, je lis dans le texte que je vais vous lire, puisque ma femme m'aide beaucoup dans ma vie. Un merci à ma femme Hélène pour son soutien, qui n'est pas parmi nous ce soir, mais je sais qu'elle a envoyé des espions pour être sûre que je l'ai bien remerciée. Voilà, comme ça c'est fait. Et bien entendu, merci à vous d'être venus ce soir et de prouver que l'expérience pratique comme théorique de l'art est un accomplissement dans l'espace et le temps au présent. Un musée est fait pour le public, mais aussi par le public. Le regardeur fait l'œuvre, nous a enseigné Marcel Duchamp. Vous inquiétez pas, nous n'allons pas parler de Duchamp toute la soirée, nous allons parler d'autres choses, de funk music, de ma maman et de la liberté guidant le peuple. Ma liberté la plus chère est celle que je dois à la personne qui m'a mis au monde, et ce à plusieurs reprises, en fait, toute sa vie, ma maman. Si la vie est un chemin et que tous les chemins mènent à Rome, alors le premier chemin de la vie est celui sur lequel nos mamans nous poussent à marcher. Elle m'en a montré plusieurs, le plus souvent sans me le dire, mais toujours à veiller que tout se passe bien. Le jour où je quittais pour la première fois le foyer familial à 5h du matin sur la rue Gustave Courbet à Garges-les-Gonesse, après un très long voyage vers une destination que je ne connaissais pas, le Congo, je n'étais plus un enfant, j'avais la vingtaine. Elle m'a accompagné jusqu'au taxi, malgré l'heure très matinale. Elle se tenait debout dans la rue derrière le taxi qui s'en allait, alors que je me tournais une dernière fois pour lui dire au revoir. Je la vis jeter sur la route, derrière la voiture qui démarrait, une grosse casserole d'eau. J'appris la signification de ce geste 2 ans plus tard, après mon retour. À l'époque, il n'y avait ni Internet ni téléphone portable, et le téléphone fixe était quasiment inopérant au Congo-Brazzaville. Nous n'avions donc pas pu communiquer pendant cette période. Ma maman m'a appris que ce geste de jeter de l'eau à un être cher qui s'en va avait pour but de le faire revenir à la maison. C'est le geste de la vague qui va et vient, car la mer rend toujours les corps qu'elle prend. Avec la poésie, je me suis découvert ethnologue à Garges-les-Gonesse et non à l'université. Dans les cages d'escalier de la cité, 3 longues feuilles vertes qui se dessèchent, accrochées par un large ruban de scotch au-dessus de la porte d'un appartement où vivait une famille tamoule. Les mezzouzas au coin d'une porte d'une famille juive de Constantine ou Tunis. Les sourates du Coran calligraphiées sur des vinyles. Collées elles aussi au-dessus des portes. Puis un petit hôtel bouddhiste avec des encens et quelques fruits au pied de la porte d'un appartement où vivait une famille originaire du Cambodge. Animisme urbain où chaque famille protégeait son foyer des mauvais esprits, tout en tolérant les idoles des autres voisinages. Garges-les-Gonesse et Sarcelles, dans les années 80, bouillonnaient de culture. Garges-les-Gonesse, 1982. Un samedi de septembre. L'école a repris, mais le week-end, c'est les vacances. Au pied des immeubles, la journée commence. En fin d'après-midi. Il fait encore chaud. Je marche à l'ombre des immeubles. Je marche. Ne pas prendre racine. Car les racines poussent aussi dans le béton. Je dépasse l'impasse Matisse. Et continue ma marche. Traverse la rue Eugène Delacroix, en me faisant discret. Lentement, je quitte la cité des peintres. D'un regard inquiet, je mémorise les noms de ces rues. Mais ignore qu'ils sont grands. À l'époque, cet imaginaire m'était encore inaccessible. Je suis en train de suivre un petit groupe qui marche comme moi, d'autres jeunes. Ce sont mes grands frères et leurs copains. Nous marchons depuis un moment. L'espace et le temps des cités défilent autour de nous. Les immeubles sont différents, mais se ressemblent tous. Excusez-moi, j'ai l'impression que... Hop. Voilà. Il passe du gris au vieux rose sale, du blanc mat au carrelage lavable. Après la traversée de Garges, nous marchons dans la ville de Stein. Puis celle de la Courneuve et son interminable cité des 4000 logements. Depuis un moment, le ciel descend sur nous. Il est lourd et des gouttes commencent à tomber. Ça commence à sentir l'asphalte mouillé. Le sol fume. Les jeunes aussi. Soudainement,
Tout le monde se met à courir, tous dans la même direction. Paniqué, j'accélère aussi, par crainte de les perdre. Plus possible de retourner en arrière, à la maison, rue Gustave Courbet. Alors, je me rapproche de mes frères, le plus grand me voit arriver, s'arrête et me stoppe net. Il me gronde. « Mais qu'est-ce que tu fous là, toi ? T'es malade ?» Mon autre frère. « Putain, comment tu nous as suivis, toi ?» L'un commence à me malmener physiquement, mais l'autre lui répond « C'est trop tard, il doit rester avec nous maintenant. Sinon on va le perdre et maman va nous massacrer. » Tout autour, d'autres jeunes du même âge courent, tous dans la même direction, à travers un grand parc, laissant les cités derrière eux. Ils foncent tous et toutes sur des barrières, derrière lesquelles, un peu plus loin, de très fortes lumières illuminent le centre du parc. Les jeunes fondent sur les barrières comme des papillons de nuit sur les vitres. Nous aussi. La foule s'accumule de plus en plus derrière nous et devant nous. Mes frères grimpent sur les barrières et regardent vers la zone très éclairée. Le bruit de la foule mêlé à de la musique gronde. Soudainement, les gens hurlent. La musique nous fait trembler, comme les barrières. Les corps de mes frères et de tous les jeunes présents, filles et garçons, le regard hypnotisé, dansent sur les barrières au rythme de la musique et de la foule. La musique monte, crescendo, quand soudain la clameur explose. La foule en délire et le son électrique envahit tout l'espace. Quelque chose de puissant vient d'arriver. L'immense ligne de barrière bouge, animée par une onde de choc que les corps qui la chevauchent accentuent. Debout, resté au sol, je grimpe, tant bien que mal, sur la barrière et aperçois au loin une petite silhouette qui s'agite sur la scène. Alors j'interroge mon frère. « Hé, c'est quoi ça ?» Mais il ne répond pas, il ne m'entend pas. Alors lui tirant la jambe, en criant plus fort, je répète « Hey, c'est quoi ça, là-bas ?» Et là, il me répond « Ça, c'est James Brown !» Qui ça ? James Brown. En 1982, le pape de la soul music et du funk, alors à l'apogée de sa carrière, était venu donner un concert à la fête de l'humanité dans le parc de la Courneuve. Une foule de milliers de jeunes des cités du 93 s'étaient donné rendez-vous pour écouter, danser, mais surtout voir leur idole, hypnotisés par les vibrations de son énergie hors norme. La presse du lendemain titrait « À la fin du concert, ils ont envahi la scène. Une centaine de jeunes spectateurs ont franchi les barrières de sécurité. Car une idole, on la touche. » Notre enfance est jonchée d'expériences qui ont construit notre regard. Je pense souvent à cette première expérience du regard, presque insatisfait, volé, qui a laissé dans mon imaginaire un insatiable désir de complétion du regard. Désir dont je me sers consciemment et inconsciemment depuis toujours. Voir à travers le regard d'un autre et sentir la foule de tous ces corps regardant dans une même direction, vibrer ensemble au rythme de la musique est sans doute ce qui déclencha le moteur de l'artiste réparateur que je suis devenu. Car la réparation, c'est aussi et surtout l'écoute. Nous y reviendrons plus tard, notamment sur ce que j'appelle le champ de l'émotion, ou ce que Aristote a pensé comme l'expérience de la catharsis. Mais si nous sommes le résultat d'expériences personnelles marquantes qui jouent un rôle dans notre regard, il y a aussi les traumas que nos prédécesseurs, nos ancêtres, proches ou lointains, ont vécus et dont notre regard porte les cicatrices. Le monde d'où je viens, le long voyage de mes ancêtres et de mes parents, puis le mien, pour arriver ici au Louvre devant vous, n'a pas été un chemin rectiligne. Mes premières rencontres avec le Louvre ne sont pas faites en face des œuvres, dans les salles du Louvre, mais à la bibliothèque Elsa Triolet, située en face du marché de la Dame Blanche à Garges-les-Gonesse, où, jeune adolescent, je travaillais le samedi matin pour un peu d'argent de poche. Le commerçant qui m'employait préférait que mon travail se limite à vider le camion le matin, puis à le recharger vers 13h à la fin du marché. En hiver, comme il faisait froid, je ne voulais pas attendre dehors pendant 4-5 heures. J'entrais me réchauffer dès que la bibliothèque ouvrait les portes. Nous n'avions pas de livres à la maison. Donc au départ, j'étais intimidé d'aller plus loin que la zone de l'entrée. Puis petit à petit, j'ai pris des BD sur les étagères et me suis assis par terre sur la moquette, au pied des étagères. Un jour, je me décidai à consulter un livre dont les beaux dessins sur la couverture attiraient mon attention. À plusieurs reprises déjà. Ce fut un moment inoubliable. C'était un livre d'études de mains et de corps dessiné par Michel-Ange. J'étais fasciné. J'en ai même recopié certains sur un vieux cahier d'école. À travers les livres, j'ai dévoré des yeux pendant quelques années ces œuvres de grands maîtres, dont les reproductions indiquaient dans les légendes qu'elles étaient au Louvre.
Dans une petite bibliothèque de banlieue, le week-end, entre 9h et 13h, je traversais les siècles par l'histoire de l'art. Je suis venu à la politique par l'art. En effet, l'un des peintres qui a tout de suite résonné en moi est Eugène Delacroix. J'avais remarqué son nom, car dans notre quartier, surnommé la Cité des Peintres, nous habitions rue Courbet, pas loin de la place Eugène Delacroix, où nous jouions au foot. L'idée de retrouver les œuvres longtemps admirées sur papier, à chaque fois au même endroit sur les murs, au milieu d'autres personnes, me faisait entrer dans une relation intime avec ces œuvres et ces artistes, mais aussi avec un environnement, l'environnement des regardeurs, dans une sorte de mise en commun des émotions qu'elle irradiait sur nos esprits, avides de vivre ces expériences artistiques, quelles que fussent nos origines sociales. Mais un jour, face à un tableau de Lenain représentant des enfants en haillons, que j'admirais en silence, mais dans une rage silencieuse, car leur pauvreté me touchait en plein cœur, je fus interrompu par les commentaires que faisaient deux femmes âgées qui étaient très bien habillées et s'exprimaient avec des mots soutenus, en faisant l'éloge de ce qu'elles voyaient. L'admiration pour les détails de la misère de ces enfants reproduits par Lenain, les haillons, et autres bouts de tissu troués aux pieds nus, la saleté et le vide de leur regard me perturba beaucoup. Mais cette expérience fut très formatrice. Elle me sortit de ma torpeur d'adolescent de Garges-les-Gonesse qui pensait que tous les regards qui convergent vers ce que l'artiste décide de peindre y voient la même chose et par la même occasion s'uniformisent. Je ne parle pas bien sûr de la structure du tableau, que d'un point de vue iconographique, les artistes ont longtemps laissé reposer sur un triangle ou une diagonale, et dont la trame guide le regard. Je parle ici de la symbolique qui est relative à la position depuis laquelle on regarde. On s'exprime et on pense. J'ai ressenti à ce moment-là, bien que nous fussions tous les visiteurs baignés dans cette agora de beauté et d'intelligence, d'habileté et d'histoire, nos regards, comme nos corps, manifestaient à la fois un désir et une interprétation qui émanait depuis une position socioculturelle précise. Cette position, on peut s'en émanciper socialement, symboliquement, intellectuellement, mais le corps social d'où nous sommes issus accepte de vous lâcher seulement parce qu'il est mu par une agentivité qui vous rattrape, puis vous relâche pour encore vous rattraper. Il le fait car il est mu par un corpus organique de données, de traces qui circulent en nous, en vous, autour de vous, par vous et à travers les sujets avec lesquels vous interagissez. Après cette longue période d'introduction à l'art à travers les grands maîtres, j'ai été pris d'un premier amour qui, comme tous les premiers amours, sont inoubliables. Elle s'appelle la photographie. Je me souviens encore de l'appareil Nikon FM2 que j'avais acheté, et un appareil unique, dur et doux à la fois, très solide, analogue, capable des plus belles envolées atmosphériques dans les gris. J'ai longtemps été épris de photographie jusqu'au point de lire sur la photographie. Je me souviens d'un texte de Roland Barthes sur sa mère, La Chambre claire. Ce texte me touche toujours, autant parce qu'il parle d'une autre position depuis laquelle nous percevons le monde, nous le regardons toujours en mouvement, celle de l'espace-temps, nous y reviendrons plus tard, mais aussi par rapport à la maman. Comme je vous le disais, comme vous, je suis la partie visible d'un long voyage, de nombreux autres sujets dont les traces m'animent, nous animent. Nous sommes le fruit des récits, des traumas, des désirs inassouvis et assouvis de nos ancêtres proches et lointains. Ma maman n'est pas allée à l'école, mais cela ne l'a pas empêchée de nous éduquer. Pourtant, elle n'a pas eu une enfance facile, ma maman. قاعدة comme ça حتى تفكرت. سي فغي الطبيب عنده الحق. تو الشي اللي صرا لي كنت صغيرة دركا سي ان فيلم نقول لك عليه كيما كوماسيت حتى لدرك. اللي تي تري دور خالية ما سامحهاش، لا هي وخالي راهم في جهنم يتحرقوا. هاي ما حكيليش هذه علاش؟ ما قراتنيش، هذه خالتي. هذه خالتي وي ما سامحهاش. انت خالك خالي كان يضربني. ما خليكش ولا تروحي من ليكول ما دارني كومين كوزات كروات بويض يحكمهم يديروا البنتورة، لا بنتور لويل باش ما نشوفش برا كيف سباس. من بعد كيف درتي؟ انايا نبرش هكا بيدي باش نطلع. هاوي نطلع نشوف العباد. كان مرشي كبير قدامنا، مرشي كبير، تفرج شوف الناس. نهار يفيق بالكارون كما صار شويه كبر يعطيني طريحه ويعاود البندوره. عاود بعد زيدي ابخي نزيد عاود
نزيد نبدل الكارو اخر ونزيد باش نتفرج برا. باسكو قاعده في الدار غالقين عليا. مرتو تروح عند سافامي وانا مسكينه قاعده. كوزات وحدك وحدي برك. وحدك ولا مع الولاد؟ الولاد كانوا تماهم تما ولا كانوا في الجامعه هم في الجامعه. ابخي كبروا. انا طلعت ما نروحش نجيبهم. سي انتردي دار لي العجار. كيما حبست؟ 11 دار لي العجار. 11 ما ننساهاش. 11 دار لي العجار ودار لي الملايه. علاش؟ كان اغيري هو؟ Grave. Mais méchant, il est méchant. C'était la méchanceté quand même. أنا صغيرة 11 ans. C'est quoi 11 ans? Mais pour ça ما قلت والو. mais على القراية ما نسامحوا لا في الدنيا لا في الآخرة. وراهو في جهنم ومازال. حتى دفن إخلاص شي با كيفاش نقول لك. نو هو وخالتي هذه جزية. هذه وسيل. داك الخلا ان شاء الله. لو كان هي قالت له خوها لو كان عينها خالتي هادي حطها موني وسيف ليك تقرا. علاه ما تقراش طفيله يتيمه؟ نو. La blessure est l'endroit par lequel la lumière entre en vous. Jalal al-Din Rumi. Très souvent dans le passé, lors d'interviews, on m'a demandé, on le demande à tous les artistes, officiellement ou intimement, comment êtes-vous devenu artiste? Je n'ai jamais été capable de répondre à cela, sauf par les premiers signes, les symptômes, les premières formes, les premiers jouets que je fabriquais moi-même. Mais il faut du temps pour que se révèlent les véritables traces qui nous suturent et nous structurent en tant que sujet pluriel, car elles viennent de très loin, des nombreuses, très nombreuses entités dont nous sommes les héritiers au présent. Nous en sommes les mémoires vivantes, et nos descendants et leurs descendants seront à leur tour les mémoires des traces que nous produisons et échangeons. On peut parler de fantômes, pour moi, les fantômes et les traces sont exactement les mêmes choses. On va y revenir. Sommes-nous seuls lorsque nous regardons un objet, un paysage, un être aimé, une œuvre d'art? Ou bien sommes-nous accompagnés? Et par qui le serions-nous? Qui sont-ils? Sont-ils dans le passé ou dans le futur? Lorsque nous regardons, comme lorsque nous créons, nous ne sommes jamais seuls. D'autres regardent en même temps que nous, à travers nous, et participent au processus de création. Dans le processus de création d'une œuvre, comme beaucoup d'artistes, j'essaie de prendre du recul pour la regarder, que ce soit physiquement ou métaphoriquement. Cette distance permet de voir les erreurs et de les corriger. Ce regard, dont la distance varie, dans son va-et-vient vers l'œuvre, permet de corriger sa réalisation. Que l'on soit sculpteur, peintre ou réalisateur, le geste et sa maîtrise, c'est-à-dire l'exécution précise de ce que l'esprit souhaite, est inhérent à une attention corrective. Dans les notes qu'il a accumulées de 1920 à 1943 en vue d'un ouvrage jamais réalisé, Paul Valéry le souligne. Je cite « L'attention se rattache à tout ce qui, dans le vivant, lutte contre le principe de Carnot, c'est-à-dire l'entropie, le désordre. Enfiler une aiguille, par exemple, c'est agir contre la probabilité. L'attention accroît le rendement d'une certaine situation initiale donnée, la sensibilité d'un sens, l'exactitude d'un acte, d'une réponse. En général, la réponse se fait par un plus court chemin. J'approche le fil du chat de l'aiguille de façon distraite. Il me faudra probablement des dizaines de tâtonnements avant qu'il n'y pénètre. En y concentrant brièvement mon attention, je substitue une sorte de certitude à un processus statistique. Là, ce qui lui avait fait dire d'ailleurs à beaucoup de gens que l'attention, selon Paul Valéry, est purement économique, et entre autres économique. Moi, je la vois d'un point de vue artiste, depuis une position d'artiste. La couturière ou le couturier peuvent probablement faire la même opération sans penser, tant l'habitude aura développé en eux un cliché gestuel leur permettant de trouver le plus court chemin les yeux fermés. Cette attention corrective
a conduit la civilisation humaine à constamment se surpasser, que ce soit concernant l'esthétique de la civilisation occidentale moderne, fondée sur une idée de la mimétique du monde, inspirée de l'Égypte ancienne, de l'Antiquité gréco-romaine, ou bien les civilisations extra-occidentales, où l'accomplissement du geste créateur reflète une autre conception, non mimétique cette fois, de la représentation du monde. Au gré de mes recherches artistiques, en particulier sur la question de la sculpture, il m'est en effet apparu important de questionner pourquoi les civilisations, qu'elles soient occidentales ou non occidentales, représentent le monde de manière si différente. Dans certaines zones de l'Asie, comme au Vietnam, Japon, Indonésie et Asie du Sud-Est, au-delà et en deçà de l'émotion, le lien quotidien avec les ancêtres a permis la cohabitation avec deux esthétiques, l'une mimétique de l'environnement culturel ou naturel, et l'autre accentuée, voire très expressive, comme certains totems que l'on trouve dans les campagnes et les forêts de Corée ou du Vietnam, du Cambodge au Laos, ainsi que dans les arts anciens d'Indonésie. C'est aussi le cas chez les populations amérindiennes où les formes sont identifiables aux humains autochtones, mais parfois portent des traits accentués qui nous semblent démesurés et caricaturaux, alors qu'ils étaient des signes distinctifs de rang social ou d'appartenance à un groupe ou à un ordre puissant de la communauté humaine en question. Nez ou tête allongée, les têtes allongées par exemple chez les Mangbetu du Congo, les nez allongés en Colombie-Britannique, tête plus grosse que le corps ou jambes courtes replètes qui indiquaient les jambes d'une femme forte et puissante dans les sociétés matriarcales. Et d'autres formes, et codes qui nous, et ça c'est la partie qui nous intéresse, qui nous échapperont toujours, tant nous sommes dans l'incapacité de sonder les mondes invisibles dont ces critères esthétiques sont les formes visibles. Aurait dit la beauté est hélène et l'émotion est nègre. Comment, d'un point de vue philosophique, tu considères l'émotion qui est générée par ces créations que l'on appelle aujourd'hui art ancien d'Afrique? Alors justement, c'est bien qu'on revienne, il faut toujours revenir à cette phrase de Senghor parce que c'est par elle, si tu veux, c'est à cause de cette phrase qu'il a été le plus critiqué. On lui a dit, mais pourquoi accorder la raison aux Hellènes, donc aux Grecs et aux ancêtres des Européens, en disant que les Africains, quant à eux, sont plutôt du côté de l'émotion. Dire que l'émotion est nègre comme la raison est hellène, ce n'est pas nier que les nègres aient une raison ou que les Hellènes, d'ailleurs, soient des êtres d'émotion. C'est simplement dire que les œuvres produites dans le monde africain noir sont à l'émotion ce que les œuvres produites dans la statuaire gréco-romaine sont à la raison analytique. Et Senghor établit une différence entre ce qu'il appelle une raison œil, la raison contemplative qui, pour bien saisir la réalité, la tient à distance de soi, et ensuite la décompose en ses éléments constitutifs pour la comprendre. Je suis là, moi, le sujet qui comprend ou qui connaît. Toi, tu es l'objet qui est là en face de moi et qu'il faut que je comprenne. Et te comprendre, c'est savoir comment tu es fait. Quels sont les éléments qui entrent dans ta constitution. Ça, c'est la raison qui analyse. Et Senghor oppose à cela ce qu'il appelle une raison étreinte, une raison qui embrasse, où le sens privilégié, ce n'est plus le sens de la vue, mais le sens du toucher. Et il estime justement que c'est une autre approche de la réalité. Non plus une approche par séparation entre un sujet et un objet, mais par sympathie du sujet et de l'objet. Le sujet entre en quelque sorte dans l'objet et est en sympathie avec lui, coïncide avec lui et étreint en quelque sorte l'objet. Et le modèle de cela, c'est qu'il nous montre que ce type d'approche de la réalité existe, c'est l'art. Et il dit qu'au fond, cet objet, nous le voyons moins qu'il ne nous touche. Et Senghor utilise l'expression être dans une attitude rythmique avec lui, c'est-à-dire être en rythme avec l'objet que l'on regarde, ce qui est une manière de dire le contact est presque physique, on danse ensemble, on est en relation d'étreinte, et c'est ça qu'il appelle émotion, en donnant à ce mot d'émotion son poids étymologique. Et motion, c'est-à-dire motion, le mouvement, et qui me fait sortir de moi. Et pour lui,
C'est cela la signification profonde de l'art. L'art nous touche plus que nous ne le voyons. L'effet global de la représentation mimétique du monde, dont le développement de la perspective par Brunelleschi à Florence, en tout cas en face du Duomo, a répandu de concert avec la colonisation qui succéda à l'arrivée des Européens en Amérique une hégémonique vision du monde, recentrée selon un dogme, le point de fuite. Le point de fuite, selon l'historien Rolando Vázquez, est probablement ce qui stigmatise visuellement le plus cette aliénation à un régime du regard hégémonique et eurocentré, et de surcroît politique sur les questions prémodernes extra-occidentales. La domination technologique et idéologique de l'Europe coloniale moderne sur les cultures extra-occidentales va s'accompagner d'un effacement de sa propre position en soulignant celle des autres. En normalisant la représentation du monde à partir d'un point de fuite, l'homme occidental s'érige en modèle situé à l'opposé du point. Entre lui et ce point, il y a l'univers qu'il met en perspective grâce aux lignes de fuite. Ce modèle, depuis lequel est énoncée l'affirmation de la mise en perspective correcte du monde, n'est pas neutre, car il sert une certitude qui exclut les autres conceptions de la représentation du monde, sous couvert de prétendre civiliser les peuples dont la géométrie visuelle de la représentation du monde est ou serait en deçà et au-delà de cette règle eurocentrée. Cela contribue, avec d'autres critères, à se convaincre qu'en les colonisant ou en les réduisant en esclavage, l'homme occidental les civilise. Ce sujet patriarcal, hétéronormé, blanc, ne s'est jamais nommé comme tel ou par procuration de toute autre forme, car il s'est créé le privilège de la position de l'énonciation. En revanche, il a érigé en catégories, et de manière très cloisonnée, les autres peuples, cultures, religions et genres qu'il exploite ou finira par exploiter. Il indigénise africains, arabes, asiatiques et amérindiens depuis l'angle épistémologique qu'il occupe, ce qui lui permet d'échafauder des échelles de gamme pour les exploiter en les contrôlant. C'est d'ailleurs pour cela que toute alternative à la représentation mimétique du monde par la règle du point de fuite a été éjectée en dehors du vortex du colonialisme. L'image du vortex que nous devons à Rolando Vázquez dans son livre Vistas of Modernity m'a permis de comprendre comment cette machine conceptuelle, qui concentra dès le départ les certitudes aveugles de sa croyance en la modernité, dont le moteur est l'idéologie du progrès grâce à la science, expulse au-delà de ses périphéries les sujets qu'elle colonise et subordonne à sa conception de l'universalisme. L'orgueil du point de fuite est aussi et surtout à entendre au sens métaphorique, puisqu'au fil des siècles, il a géré toute une mythologie de la représentation que nous devrions appeler le mythe du parfait, en considérant imparfait ce qui ne s'y soumettait pas, faisant de ce qu'il assimilait à l'erreur une forme révélatrice du sous-développement d'une civilisation acivilisée. Ce contrôle de l'erreur à corriger, et c'est là où ça m'intéresse en tant qu'artiste, ce contrôle de l'erreur à corriger se retrouve dans la même obsession de la réparation poursuivie par la pensée occidentale moderne, selon laquelle réparer signifierait revenir à l'état original avant l'accident. La normalisation de l'effacement de l'erreur nous soustrait à tout un pan d'une autre réalité invisible, peut-être celle des sociétés extra-occidentales qui vivent au quotidien avec le monde des invisibles. Depuis plusieurs années, dans ma propre pratique plastique, cet orgueil du point de fuite, qui exclut toute autre forme d'expression de représentation du monde alternative comme erreur, a fini par être remise en question. En somme, pourquoi se décentrer de la règle perspective serait-il d'ailleurs une erreur ? Parce que notre conception de l'erreur est profondément enracinée dans notre formation, comme celle des couturiers et couturières dont parle Paul Valéry. Elle est devenue un automatisme. Désapprendre de celle-ci s'avère être la chose la plus difficile dans la pratique plastique de l'œuvre. Lorsque je sculpte un portrait de visage de soldat de la Première Guerre mondiale blessé, une gueule cassée, lorsque je fais un collage, je ne sais pas si vous vous souvenez, tout à l'heure, il y avait une photo, il y avait une perruque avec un paysage à la place du visage. Alors, c'est une architecture de terre du peuple Taos, donc du Nouveau-Mexique, qui s'est présentée un jour sur ma table, comme ça, et a attiré mon attention par son caractère dissonant, mais en même temps troublant. Lorsque je fais un collage, lorsque je monte un film, lorsque vous faites la même chose, vous croisez tôt ou tard l'erreur.
je sculpte sur bois avec des outils que l'on appelle herminettes ou pioches. Il s'agit en fait d'une hache dont la lame est perpendiculaire au manche comme une petite pioche. J'ai 5 tailles, une fine de 1,5 cm et le manche fait 17 cm, puis 4 hautes, toutes de la même longueur, mais progressivement beaucoup plus larges, 3 cm, 4 cm 5, 6 cm et 8 cm de large. Pour sculpter les détails d'un visage, par exemple, comme ceux des gueules cassées, je me retrouve toujours à un moment crucial, où il me faut à peu près 3 semaines pour faire une tête, où l'unique détail non blessé du visage, l'œil ou le nez, ou bien une lèvre, devra rester réaliste. Il s'agit du moment le plus difficile, car si vous loupez votre intention, 3 semaines de travail sont perdues. En effet, pour faire un buste en bois, vous retirez de la matière progressivement, vous n'avez donc pas la possibilité de recoller le morceau ôté maladroitement. Il est des pratiques plastiques, comme la sculpture, pour lesquelles le fait de retirer nécessite une méthodologie particulière. Je dis il est des pratiques parce que la terre, c'est l'inverse. Vous retirez, mais vous ajoutez aussi. Pas en bois. En tout cas, moi, je ne colle pas de copeaux. Il y a des pratiques plastiques comme la sculpture pour lesquelles le fait de retirer nécessite une méthodologie particulière. Vous ne pouvez jamais revenir en arrière. Il m'est arrivé d'en rater beaucoup et de jeter la sculpture. Et puis un jour, en creusant, à la hache, un détail du visage d'un soldat blessé, ma lame a atterri à un autre endroit. Exaspéré, je quittais l'atelier pour revenir 3 jours plus tard. Et là, à ma grande surprise, je regardais avec admiration la forme dont la ligne spontanée n'avait d'égal que le hasard de la chute de la lame sur le bois. Il m'aurait fallu 1 heure au ciseau à bois pour avoir cette lèvre à la fois dansante et déterminée, que le coup de lame a dessinée en 2 traits. J'ai été longtemps seul devant cette beauté, dont je n'étais pas responsable, mais le dépositaire. Si l'on raisonne par causalité, il y a toujours quelque chose à l'origine de l'état en face duquel nous nous trouvons. On prend du recul sur ce que l'on est en train de créer et l'on n'est pas satisfait de notre dernier geste. Il est loupé. On a fait, semble-t-il, une erreur. Mais d'où vient cette erreur? Vient-elle de vous ou de quelqu'un d'autre? Ce qui est sûr, c'est que dans l'instant où nous la regardons, elle a déjà été commise dans le passé. Elle est donc d'ailleurs dans le temps. Pourtant, dans l'espace, elle est à présent, dans le présent perpétuel, du fait du regard que l'on pose dessus à chaque fois au présent. Elle existe dans un éternel maintenant. C'est dans ce regard que communient 2 forces, 2 agentivités, celle de la culture et celle de la nature. En art, l'erreur n'existe pas. On peut rater un geste, mais pas faire commettre une erreur dans son geste. Ce que l'on a appelé erreur à tort est peut-être le seul pli qui relie, comme une charnière, notre réalité à une autre plus métaphysique, qu'il nous est impossible d'expliquer, mais dont nous devons écouter les signes, surtout lorsqu'ils deviennent visibles. De la même manière que nous ne regardons jamais tout seul, une personne qui crée n'est jamais seule. La création d'une œuvre d'art, quel qu'en soit le médium, sculpture, peinture, poésie, performance, installation, matérialise cette expérience de manière incontournable. Elle montre à toute personne sensible avant de quitter le néant, elle montre à toute personne sensible qu'avant de quitter le néant et de s'inscrire à jamais dans notre éternel présent, l'œuvre d'art nous résiste. Elle nous résiste car elle existe avant nous, dans un espace-temps autre, celui des traces laissées par ceux qui nous ont précédés. Certaines personnes les appellent les fantômes, je préfère les appeler traces. Ils ou elles, ou elles, retiennent l'œuvre avant qu'elle surgisse dans notre réalité, avant que nous en devenions les dépositaires pour un temps. Elle est le résultat de ce qui nous a précédés et sera le résultat de l'expérience que nous en ferons de notre vivant pour nos descendants. Les traces accumulées dans la nuit des temps, générées et laissées par nos ancêtres, constituent ces forces invisibles qui la retiennent, puis la laissent se diffuser dans notre espace-temps. C'est une autre forme d'inspiration, de voir, ainsi la révélation de l'œuvre en tant qu'artiste, mais bien plus collectif qu'individuel, c'est-à-dire bien plus transparent, je pense. Lorsque nous regardons, le phénomène oculaire qui s'opère est plus qu'un simple processus explicable par la science. Il est l'objet d'une conversation silencieuse entre des milliers, voire des millions de traces qui murmurent en nous. Ces traces sont comme la lumière dont parle le poète Jalal al-Din Rumi, plus connu sous le nom de Rumi. La blessure est l'endroit par lequel la lumière entre en vous.
Ces traces sont la marque des blessures réparées de l'existence de nos ancêtres qui perdurent en nous, d'ancêtres proches ou lointains, connus ou anonymes, qui ont laissé en nous, au fur et à mesure de leur existence successive, une grammaire correctrice développée au fil des siècles, pour que chaque sujet ancien, contemporain de son temps, puisse à son tour transmettre à un autre une réparation, etc., etc. Et ainsi construire un sujet collectif. Les traumas transgénérationnels parfois non dits et leur résilience, qui malgré le caractère irréparable du choc, ont construit par les croisements de leurs traces des horizons possibles de survie. Ces traces émotionnelles qui sommeillent en nous et parfois jaillissent vers l'extérieur méritent toute notre attention. Souvenez-vous de l'étymologie de l'émotion qui vient du latin ex movere, indiquant un mouvement de l'âme de l'intérieur vers l'extérieur, mouvement dont a si bien parlé le philosophe Souleymane Bachir Diagne dans le film Les entrelacs de l'objet. Ces traces émotionnelles manifestent, à mon sens, l'importance d'écouter et de s'écouter. Car pour réparer, il faut aussi écouter. À une époque dite de la société de l'information, où notre écoute est constamment sollicitée par des messages, des alertes, des publicités, des tâches à faire que nous recevons sur nos téléphones, il est urgent de nous écouter nous-mêmes. Car si réparer en général, c'est aussi écouter, réparer, c'est aussi s'écouter en particulier, tout comme regarder est aussi s'écouter et donc se réparer. Et comme on ne regarde jamais tout seul, on ne répare jamais tout seul. La réparation est inhérente au sujet vivant. J'entends ici le mot concept, sujet au pluriel, qu'il soit humain ou autre. Couper une branche d'arbre et elle se répare. Couper la queue d'un lézard et elle repousse. L'agentivité de la réparation est un processus que nous, humains, activons quasi automatiquement jusqu'à notre départ de ce monde, enfin, de ce corps. Ce que nous quittons, ce n'est pas ce monde, mais le corps qui nous héberge en tant que sujet. Si nous raisonnons par les traces qui nous précèdent et que nous laisserons, alors nous ne mourrons jamais vraiment. Nous quittons ce corps, mais nos traces perdureront. Comme les phéromones que les fourmis ou les abeilles produisent et avec lesquels elles balisent l'espace et le temps où elles vivent, les humains construisent des réseaux qui survivent à leur corps, les villes, les récits, les mythes, les cultes et les concepts et leurs supports, et bien d'autres formes mnémoniques, donc relatives à la mémoire, de rétention tertiaire, c'est-à-dire de mémoire extérieure, qui relie les sujets qu'ils sont dans leur évolution collective. Les musées ont contribué à conserver certaines traces, mais parfois pas éternellement, puisque certains musées ont disparu. Ils sont devenus les fantômes, comme l'explique admirablement l'ouvrage de l'historien Pierre Singaravelou. Il a existé au Louvre un musée de l'Algérie, ainsi qu'un musée du Mexique, et d'autres salles dédiées au lointain. Ces musées ont disparu, mais ce qui est encore plus étonnant, c'est la salle de la sauvagerie, salle numéro 7, qui conservait des objets de culture extra-occidentale. En 1830, les 26 et 27 juillet, quelques mois après le bombardement d'Alger, qui initia la colonisation de l'Afrique par l'armée française, Charles X est renversé par 3 jours d'une insurrection d'une grande violence que certains historiens appellent les Trois Glorieuses. Un groupe des insurgés pénètre dans le Louvre et vole dans la salle dite de la sauvagerie des arcs, des flèches, des sabres et des casse-têtes qui étaient exposés comme des objets ethnographiques. Depuis que j'ai lu cette histoire, sur un tableau qui fut le premier sur lequel je fis un exposé à l'école, à l'âge de 15 ans, La liberté guidant le peuple, qui retrace cette révolution des Trois Glorieuses, je ne peux m'empêcher de me demander et si Delacroix avait vu ces scènes d'insurrection avec des armes aussi belles qu'étranges, les aurait-il peints ? Comment ne pas parler d'un autre événement de la peinture du XIXe siècle qui m'a aussi profondément marqué dans ma jeunesse et continue d'être tristement si contemporain? Je pense au radeau de la Méduse de Théodore Géricault. Lorsqu'on se remémore l'histoire de ce radeau, il est clair qu'elle est prémonitoire de la catastrophe humanitaire que vivent les réfugiés en Méditerranée. Le fait que les survivants du naufrage, je vais vous mettre une image, c'est plus sympa,
le fait que les survivants du naufrage se soient dévorés sur ce radeau avait choqué à l'époque, comme cela continue de le faire aujourd'hui. Mais ce qui m'interpelle particulièrement, c'est que Géricault allait régulièrement à la morgue pour obtenir des modèles réalistes par rapport à son sujet, et la manière dont les candidats à l'exil par la mer, aujourd'hui, sont des candidats à la mort. Harraga. En français, je vais dire, sans l'accent algérien, Harraga. Harraga est une œuvre que j'ai réalisée il y a presque 20 ans maintenant, pour dénoncer, en m'inspirant du message de Géricault, le crime humanitaire de notre époque. Harraga signifie, en algérien, brûler. En effet, avant de monter dans leurs embarcations de fortune, les Harragas brûlent leurs papiers d'identité afin de ne pas être reconduits chez eux par les polices qui les capturent dans les eaux internationales et se prétendent apatrides afin d'être rescapés en zone européenne. Cette explication que j'ai entendue il y a 20 ans, d'Harraga eux-mêmes, dans la ville de Annaba, m'avait vraiment marqué. Cet acte d'effacer son identité, c'est aussi une forme de mort. Et ce que le tableau de Géricault met en abîme, entre son sujet et les modèles que le peintre allait dessiner à la morgue, nous informe sur la puissance de la trace morbide dans la force émotionnelle de la retranscription de l'événement tragique. La traversée, l'abandon de sa vie d'avant et parfois l'abandon de sa vie tout court. Ce corps messager de mort qui traverse la mer et le temps est aussi ce qui a inspiré un groupe d'activistes écologiques qui se sont allongés un jour justement devant le radeau de la Méduse au Louvre. Des militants ont protesté contre le mécénat de Total devant le radeau de la Méduse. Ils se sont allongés devant le radeau de la Méduse de Théodore Géricault, symbolisant une marée noire, afin de dénoncer le mécénat de l'entreprise pétrolière. Les traces incommensurables que cette œuvre d'art distille dans les psychés contemporaines sont assez remarquables. Nous remarquons ici que les militants, comme des performeurs, utilisent leur corps comme médium et ne s'attaquent pas physiquement au tableau. Ce qui est quand même assez, en ce qui me concerne, moi qui ai dans ma classe d'ailleurs à peu près un tiers d'étudiants qui sont des performeurs, c'est un signe à noter, important, de conscience, de ne pas s'attaquer à l'œuvre. On n'attaque pas physiquement le tableau, mais le complète. Le choix de cette œuvre par des militants qui dénoncent avec leur corps la catastrophe environnementale et l'usage de l'énergie fossile en mer, en décidant de rejouer la scène morbide dans l'espace du musée, est un acte qui pose la question indubitable du rôle du corps dans le regard. Au-delà du principe simple du regard exclusivement oculaire, pourrions-nous penser que le corps et le regard sont interdépendants, émotionnellement, politiquement, éthiquement, économiquement, socialement et artistiquement? Ne devrions-nous pas plutôt parler de corps-regard ou de corps regardant-regardé à la fois, plutôt que du corps et du regard? C'est parce que nous regardons depuis une position dans l'espace-temps que nous sommes des corps regardants et regardés, dans un mouvement permanent, un mouvement émotionnel et intellectuel, un mouvement dans le temps. Le corps-regard est un mouvement permanent à travers le temps. Mais au-delà de ce feuilletage émotionnel que le corps partage avec le regard, qu'ils perçoivent beauté ou laideur, troublante ou extatique, il est une autre dimension, bien moins romantique, et pour tout dire clairement politique, que le corps-regard aliéné cherche à fuir. Cette dimension s'inscrit dans le corollaire du récit moderne de l'invention de l'individu. Être projeté dans le monde depuis une position socio-culturelle à laquelle nous sommes subordonnés vers un autre régime du regard est déstabilisant. Nos regards, mêlés à d'autres corps regardants, se perdent et se cherchent et se retrouvent dans les salles des musées comme dans les rues, où ils se perdent à nouveau. Ils traversent l'histoire de l'art lentement, en projetant leur double sur des œuvres et des objets d'art qui ne rendent pas, au premier regard, le double qu'ils espèrent inconsciemment y voir miroiter. Car si l'œuvre d'art peut jouer le rôle d'un miroir, elle demande au corps-regard qui la découvre pour la première fois un décentrement dont l'effort n'est pas sans souffrance psychique, intellectuelle ou émotionnelle. C'est l'éternelle expérience oppressive de la modernité dont nous parle Tarek El Haris en évoquant le voyage de Tartaoui qui arrive à Marseille et découvre une quantité inattendue de miroirs dans un café de la ville. Arrivé à Marseille en 1826, envoyé en France par Mehmet Ali pour apprendre de la modernité occidentale, Rifa Tataoui décide
décrit avec beaucoup de détails les larges rues de la ville, la circulation et les espaces publics. Dans un exemple, il parle de l'effet écrasant du nombre de miroirs sur le mur d'un café. Les reflets de tous ces gens dans les miroirs donnent à El Tahtaoui l'impression d'entrer dans une kasbah plutôt qu'un espace clos. Bon, dans le contexte d'où il vient, en Égypte, on a un miroir à la maison. On n'a pas plein de miroirs. Il y a toutes sortes de superstitions qui sont associées aux miroirs. En Méditerranée, très souvent, on retrouve ces cultures où on couvre les miroirs d'un tissu, etc. Désorienté et confus, il éprouve la multiplication de sa réflexion dans les miroirs comme une fragmentation visuelle de son âme. Al-Tahtaoui compose alors un poème qui décrit la façon dont son reflet disparaît et réapparaît au fur et à mesure qu'il déambule lentement dans ce café français aux murs couverts de miroirs. Il a disparu et il n'en reste aucune trace, sauf dans mon cœur. Je n'ai aucune nouvelle de lui. Et quand il apparaît, le miroir montre son apparence, dans laquelle des maisons pleines d'images deviennent visibles. Alors que son reflet disparaît sans laisser de traces, sauf dans le cœur, il réapparaît en même temps sous la forme d'une image multipliée par l'extériorisation du jeu, comme lieu de l'identité. Al-Tahtaoui s'adresse à son reflet, à la troisième personne du singulier, huwa, il, pour décrire le décalage non seulement entre lui et son reflet, mais aussi entre son image et sa fragmentation par la multiplication visuelle. Les miroirs détachent le signifiant, l'image, du signifié, l'identité, ou le moi d'Al-Tahtaoui, produisant ainsi une expérience de fragmentation. Alors qu'Al-Tahtaoui subit la perte de son moi, il le récupère en faisant apparaître un miroir égyptien unique, donc qui ramène ce miroir unique, par le biais d'une association poétique, c'est la strophe suivante, afin de contrer l'expérience de la fragmentation dans le café. En alignant son angoisse lors du départ pour ce voyage à Al-Tahtaoui, effectue un retour métaphorique à la fois l'Égypte et à son moi fantasmé, comme étant entier, indivisible et non fragmenté. L'arrivée du Caire à Marseille a été un peu houleuse. Ils ont été pris dans une tempête, il a été maintenu en quarantaine. Ça a été une expérience vraiment difficile. Je lui cache la vue du miroir de peur qu'il ne se dédouble sous mes yeux. Je souffre de ma seule souffrance, mais si 2 étoiles se révélaient. Je pense que dans cette strophe, je lui cache la vue du miroir, je pense vraiment à ce tissu qu'on posait sur les miroirs, notamment la nuit, dans les maisons, de peur que des esprits en sortent. Alors que les miroirs au pluriel du café multiplient l'image d'Al-Tahtaoui, le miroir égyptien le réaffirme en renforçant son rapport immédiat au corps. Cependant, Al-Tahtaoui affirme qu'il est capable d'interrompre ce dédoublement en voilant le miroir, protégeant et renforçant ainsi sa singularité ou son moi. En l'absence d'un reflet fixe ou direct de lui-même dans les miroirs du café, l'identité, le reflet d'Al-Tahtaoui est subsumée dans son imago, ce qui relègue le « je » ou le « moi » à une trace oubliée dans le cœur. Cette expérience de l'absence et de la fragmentation naît de la rencontre avec les miroirs, mais aussi de l'acte de voyage ou de départ, qui laisse le moi dans l'incapacité d'envoyer des nouvelles, d'écrire ou de parler. Selon le modèle de Lacan, le fameux stade du miroir, cet état d'absence place le moi perdu et parti hors de la vue et du langage. À Marseille, son expérience de la fragmentation de son image dans le café déclenche le retour à son reflet, l'imago, dans le miroir égyptien, c'est-à-dire celui qu'il évoque dans son poème comme miroir unique, comme moyen de résister et de surmonter la rencontre avec la modernité et les épreuves du départ. À la fois, le voyage, rihla, et son articulation poétique pré-islamique, rahil et ruh, l'âme. Très rapidement, dans la tradition islamique et même pré-islamique, il y a de très fortes similitudes entre une pratique de voyage qui était pratiquée à l'époque par des gens comme Ibn Battuta, Ibn Arabi, Tahtaoui, qui était de partir. Donc rihal, rihla, le voyage, était associé avec le ruh, l'âme qui s'en va. Et la beauté, la poésie est intraduisible, j'en conçois, mais en langue arabe, la beauté, mais vraiment quasi, la mise en abîme du sens autour de cette phonétique est extraordinaire.
Donc, comme moyen de résister, de surmonter la rencontre avec la modernité et les épreuves du départ, et de son articulation poétique pré-islamique, Rahil et Ruh, donc l'âme qui disparaît et réapparaît. Alors que le retour d'Al-Tartawi au miroir égyptien est une tentative de contenir l'expérience du choc, son expérience de la fragmentation à Marseille provoque l'effondrement du mécanisme de la conscience et de sa capacité à faire face au choc. Cette interprétation de la relation d'Al-Tartawi à la modernité nous amène à percevoir comment le corps d'Al-Tartawi, qui se reflète dans les miroirs, est au centre de son expérience moderne, pleine d'anxiété et d'ambivalence, où il devient un corps regardant, regardé. Traverser l'histoire de l'art lentement, comme on traverse un café, en composant les poèmes, est nécessaire, car la vitesse peut tromper le corps et l'esprit. Le musée est le lieu de la lenteur, car les œuvres d'art ralentissent le temps. Si tant est que l'humanité, je cite le philosophe Daniel Bouniou, si tant est que l'humanité s'est évertuée à toujours inventer des machines à accélérer le temps, comme la technologie par exemple, et en particulier la technologie numérique, ça je l'ai ajouté, alors les œuvres d'art sont peut-être, là c'est lui, des machines à ralentir le temps. Mais en dehors du lieu d'exposition, le temps est autre. En effet, au-delà et en deçà de l'histoire de l'art, notre corps-regard est aussi un objet politique, un objet de contrôle politique sur lequel s'exerce une coercion dans la cité, à travers des forces gouvernantes dont les symboles du pouvoir balisent l'espace public, soit de manière tangible, comme les statues de personnages de l'histoire, les rues, les bâtiments, les œuvres d'art, soit intangible, mais parfois encore plus violemment, par la normalisation dans la vie de tous les jours des discours insultants qui prétendent ne pas l'être. En cela, au même titre que les musées, les villes sont d'extraordinaires sites d'exposition du génie humain dans tous ces oxymores, où s'exerce le pouvoir du regard, comme le remarque Achille Mbembe en décortiquant l'expérience du regard chez Frantz Fanon dans L'espace public colonial. Comme je l'ai été durant tout le parcours, où j'ai suivi mes frères sans savoir où nous allions, jusqu'au moment où j'ai découvert par les effets qu'ils produisaient qui était James Brown, mais aussi adolescent, j'ai visité le Louvre en débarquant les dimanches, en profitant de la gratuité, en étant regardé tout en regardant, comme si je n'étais pas à ma place. Un jour, en m'asseyant à une table, après avoir visité le Louvre, avec mon plateau repas dans un fast-food célèbre, un garçon de mon âge, plutôt bourgeois, blanc, accompagné de 2 filles, tout aussi bien lookées, s'est exclamé en me regardant « Purée, encore un juif !» Les filles blondes et châtains se sont éclatées de rire. Cette expérience inattendue m'a violenté et me marque jusqu'à aujourd'hui. J'avais, enfant et adolescent, souvent été insulté de sale arabe, de bougnoul, et j'en passe, mais jamais de juif. Donc dans un premier temps, je n'ai pas compris. En plus, déjà à l'époque, je n'aspirais à aucune religion. Et qui plus est, venait d'une famille musulmane dans laquelle mon père n'a jamais été pratiquant. Ensuite, j'ai pris fait et cause de l'insulte antisémite pour mes copains et copines juifs, avec qui, à Garges et Sarcelles, nous vivions ensemble. Et enfin, pour la violence de l'insulte de classe, qui venait clairement d'un groupe d'individus socialement privilégiés. C'est toujours une blessure. Achille Mbembe sur Frantz Fanon. Le corps est une image, un miroir énigmatique qui suscite effroi et terreur. Tiens, un nègre! Maman, regarde le nègre, j'ai peur. Il n'existe plus que par son arraisonnement et son assignation dans un écheveau de signification qui le dépasse. C'est à nouveau Fanon qui parle. J'étais tout à la fois, responsable de mon corps, responsable de ma race, de mes ancêtres, pour que le nègre surgisse dans le champ de la vision et pour qu'il soit identifié comme tel. Un voile doit donc avoir été posé au préalable sur son visage et en avoir fait un visage. D'où toute humanité a fui. Sans ce voile, il n'y a pas de nègre. Le nègre en tant qu'ombre au sein d'un commerce des regards qui fonctionne en tant que commerce des vies, né précisément d'une relation de voilement qui exige quelque part élision et cécité. Alors, l'histoire que raconte Fanon, beaucoup de gens l'ont lu dans Pomme noire, masque blanc. Kateb Yassine raconte une anecdote à peu près semblable qu'il a vécue dans le bus pendant la guerre d'Algérie. Un enfant de colon turbulent et mal élevé, que sa maman a du mal à tenir, elle s'exaspère et finit par lui crier dessus en me montrant du doigt. « Arrête-toi maintenant, sinon l'arabe va te manger !» Kateb Yassine répond « Madame, ne vous inquiétez pas, l'arabe ne mange pas de porc. » Voir n'est pas la même chose que regarder, nous dit Achille Mbembe. Mais regarder et voir ont en commun de solliciter le jugement.
d'enserrer ce que l'on voit ou celui que l'on ne voit pas dans d'inextricables réseaux de sens. Les faisceaux d'une histoire, c'est l'une des raisons pour lesquelles la race, en tant que forme de distribution du regard en colonie, est un cercle d'airain. Je cite Achille Mbembe. Dans la distribution coloniale du regard et de la voix, il y a toujours soit un désir d'objectification ou d'effacement, soit un désir incestueux, mais le regard colonial a aussi pour fonction d'être le voile, même qui cache cette vérité. Il y a donc toujours dans l'idée même du pouvoir en colonie un élément ayant trait au voir. En d'autres termes, le pouvoir, c'est d'abord et avant tout le pouvoir de voir ou de ne pas voir, et dans ce dernier cas, de rayer du réel, de raturer, de biffer, de mettre en parenthèse, de déréaliser. Et s'il est vrai que le monde est cela que nous voyons, selon la formule de Merleau-Ponty, alors on peut dire qu'en colonie est souverain qui décide de qui est visible et de qui doit rester invisible. La race, Achille Mbembe l'écrit entre guillemets, n'existe donc que par cela que nous voyons. Au-delà de cela que nous voyons, il n'y a point de race. C'est en cela qu'il est de la race de participer simultanément d'une zone de clarté et d'une sphère de l'obscurité. Nos corps sont les réceptacles physiques de toutes sortes d'informations visuelles, politiques mais aussi poétiques. Il les traduit sous forme d'émotions, positives ou négatives, à une époque où ressurgissent les démons du passé, les mauvaises traces. Regarder, c'est aussi écouter, et écouter, c'est réparer et se réparer. Merci beaucoup. Un grand merci à tous de votre présence. Un grand merci à Kader Attia. On va faire passer le micro pour 2 questions. Il nous manque un peu de temps, mais pour ce bref échange, n'hésitez pas à participer. Merci beaucoup. Cher Kader, merci infiniment de cette communion que tu as fait avec nous, les plus grands admirateurs que nous sommes dans cette salle. Il y a une question qui m'interpelle. Quelle est la part de conscient et de inconscient, d'après toi, dans ton travail personnel, puisque tu parles beaucoup de l'inconscient qui se mélange avec le conscient. Comment tu gères tout ça? Merci. Alors, c'est une très bonne question, merci. Je crois en fait qu'avec l'expérience, les années, je me suis intéressé justement à ce qui se situe entre l'inconscient et le conscient en fait. Parce que même si l'inconscient nous paraît abstrait, on a toute une maintenant grammaire de référence, un travail de plus d'un siècle depuis Freud sur ce qu'on pourrait un peu imaginer comme étant l'inconscient. Mais on ne parle jamais de l'entre-deux, en fait, en tout cas d'un point de vue plastique, de cet espace qui est un pli, qui relie et sépare l'inconscient et le conscient. Et quand j'ai parlé de l'acceptation de l'erreur dans le geste, je crois que, l'acceptation de l'erreur, c'est justement l'espace où l'inconscient et le conscient se rencontrent. Parce que c'est invisible, ces forces invisibles, cet espace mais inexplicable dans lequel je crois l'œuvre existe avant de passer de cet espace à nos réalités, est probablement l'espace qui sépare l'inconscient du conscient en fait. Vous voyez, c'est pour ça que je parle de traces et pas de fantômes, et que je crois qu'on est tous le résultat, mais tout le monde, hein, tous dans cette salle. Alors, on a des traces évidemment récentes de gens qu'on a connus, mais on a aussi des traces qui nous structurent de millions d'anonymes. Je crois que j'avais vu une statistique qui disait que sur Terre, depuis l'âge préhistorique, à peu près 44 milliards d'êtres humains avaient vécu en fait jusqu'à aujourd'hui.
Donc, comment ces fantômes, comment... Vous savez, moi j'ai grandi dans un univers où ma maman nous demandait le matin, quand on venait de se lever et qu'on buvait le café au lait, « De quoi as-tu rêvé hier soir ?» Et on devait raconter. Et quand on n'avait rien à dire, je sais pas, parce qu'on devait aller à l'école, elle disait « Moi j'ai rêvé de ta grand-mère qui m'a parlé de là-haut ». Le monde méditerranéen, et notamment à travers la maman, est un monde où les vivants et les morts vivent ensemble. Alors, à travers différentes formes, à travers les rêves, ça très clairement. Donc je pense que cet espace c'est surtout l'espace intermédiaire en fait qui m'a permis de comprendre qu'on ne peut pas aller en fait de l'autre côté en fait. On peut pas. C'est bien ça en fait le problème. Et cet espace, hein, il est un espace de rencontre. Je vous dis, le collage dont je parlais tout à l'heure, mais d'autres collages aussi. Hein. Quand vous travaillez sur des collages, vous avez votre table qui est pleine. Un jour, vous rentrez très tard à l'atelier parce que vous ne voulez pas aller vous coucher, vous allez passer la nuit. Et dans le noir, vous n'allumez pas la lumière, vous regardez le bureau et il y a des juxtapositions d'images que vous n'aviez pas vues avant. Ah, vous dites, mais c'est extraordinaire ça. Alors des fois, vous êtes un peu bourré, hein, vous rentrez d'un dîner, donc vous mettez un cadre autour et on verra dans une semaine quand tu seras sobre. Mais quand même, alors souvent vous vous trompez, hein, faut pas idéaliser, hein. Mais parfois il s'est passé quelque chose. Donc cette agentivité, cette espèce de force comme ça inexplicable qui est en fait inexplicable, si ce n'est que je pense qu'il y a un espace intermédiaire dans lequel on peut, en se décentrant, en faisant un pas de côté, en désapprenant, voilà. Bonsoir. Merci beaucoup, Kader. Merci pour ton intervention. J'ai une question sur la partie de réparation et de colonisation et décolonisation. J'ai vu ton œuvre à Toronto, au Canada, chez nous, en fait, où la colonisation et la décolonisation surtout est très récurrent. Le mal qu'on a fait, au fait, aux peuples autochtones, nos Premières Nations. Je voulais savoir, selon toi, parce que toi, tu as parlé au fait que la décolonisation, c'est comme, et dis-moi si je me trompe, c'est pas revenir à la situation originelle. Réparer, c'est pas ça. Alors, décoloniser, qu'est-ce que ça veut dire? Et surtout, dans l'art, et est-ce que c'est forcément que ça doit passer par la politique? Je parle toujours de l'art. Voilà. Merci. Bah, justement, si vous parlez de l'art, en fait, moi, je compare alors absolument pas décolonisation et réparation. Hein. Pour moi, c'est la réparation d'un point de vue lié au colonialisme. C'est un thème qui est économique, politique. Je pense que, et particulièrement à l'époque où nous vivons aujourd'hui, je pense qu'il est très important d'essayer de trouver cet espace intermédiaire dont je parlais à l'instant. Et je crois que la réparation, en fait, en tout cas, avant de relier la réparation avec des questions politiques que j'ai fait dans les œuvres, réparer les crimes du colonialisme, mais ne pas comparer la réparation avec la décolonisation, ça c'est important. J'ai été mais vraiment subjugué par le fait que je me suis intéressé à un moment donné aux objets d'art ancien d'Afrique parce que je venais de passer 3-4 ans au Congo. Et une chose m'avait vraiment interpellé, c'était comment les objets cassés, réparés dans leur contexte original, ne cachaient pas la blessure. Une calebasse cassée va être recousue de manière où on voit la blessure et la réparation. Et qu'à partir de ce processus de montrer la blessure, on pouvait tirer énormément de culture. La scarification, c'est pour ça que j'en ai montré aujourd'hui, c'est une blessure intentionnelle dont la réparation va être une forme esthétique, très souvent de signe de reconnaissance sociale, d'appartenance à un groupe, etc. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est quand j'ai commencé à contacter notamment des musées aux États-Unis, comme la Smithsonian,
en leur disant « J'aimerais beaucoup faire des recherches, ça c'était en 2007, dans vos réserves d'art africain sur les objets cassés, réparés dans leur contexte original. » Ils n'avaient jamais eu une question comme ça. Je leur demande s'il y a dans la base de données, il y a une catégorie objets réparés. En 2009, il n'y avait pas. Et c'est une femme, Brina Meyer, je me rappelle d'elle, elle était mais aux États-Unis, on part à la retraite très très tard. Elle allait partir à la retraite avec une canne, elle m'emmène dans les réserves, elle me dit « Je sais ce que vous cherchez ». Et elle me sort un fétiche teke avec... qui avait perdu une partie de l'œil, je ne sais pas comment, qui était donc une protubérance de bois, et on a remplacé cette protubérance de bois par un bouton de chemise colonial, en fait. Bon, ce geste, pour moi, il révèle un espace, d'abord, totalement opposé à ce que la modernité occidentale, dont j'ai parlé tout à l'heure en citant la notion de mythe du parfait, a combattu. Réparer, réparation, réparaturen en allemand, ou les langues européennes utilisent un mot dont la racine vient du latin reparare, qui veut dire revenir à l'état original. Donc quand je parle avec mon amie Anne Goebel, qui est une formidable restauratrice du musée de Pergamon à Berlin, et qu'une céramique du 18e a été cassée, quand elle la restaure, elle vous montre la céramique, vous ne voyez pas les fissures. Et je lui dis, mais Anne, elles sont là les fissures. Nous, on ne voit pas avec nos lunettes, mais tu prends un microscope, on va les voir. Elle dit, oui, mais là, tu vas trop loin. Oui, mais prétendre qu'on est capable de donner à l'objet blessé la forme qui précède l'accident, en soi, moi, ça ne me dérange pas. C'est juste que toute la pensée moderne et par métaphore, fonctionne de cette manière. Le capitalisme nous a amenés à jeter et à racheter des objets au lieu de les réparer. C'est que très récemment qu'il y a des clubs de gens qui réparent, ce que je trouve d'ailleurs assez formidable. Mais les rides qui sont en fait les marques du temps, il faut absolument les effacer. Vous voyez ? Et c'est pour ça que je me suis intéressé aux gueules cassées de la Première Guerre mondiale, parce qu'ils ont incarné à un moment donné, comme les objets, une contradiction de la modernité, puisque la Première Guerre mondiale, c'est la première guerre moderne, avec des techniques de bataille très anciennes. C'est pour ça qu'il y a eu des blessures absolument incroyables, parce que les armes étaient très performantes, mais on continuait à charger, à cheval ou à pied. Et je pense que c'est très important de d'abord bien comprendre la complexité de la notion de réparation, parce que je pense que la réparation, il suffit de fermer les yeux et de penser réparation, est liée à la blessure. Vous ne pouvez pas penser réparation sans que quelque part la blessure soit quelque part localisée, elle vous attend. En fait, la réparation et la blessure sont enfermées dans une boucle éternelle, et l'une poursuit l'autre, en fait. Et si vous voulez, pour moi, il faut comprendre justement cette complexité de la réparation pour avoir, dans une réflexion peut-être plus politique, scientifique, quand Charles Darwin parle de la théorie des espèces avec Alfred Russel Wallace, une pêche qui se retrouve une prune qui se retrouve dans un climat qui soudainement se refroidit va développer des poils sur sa peau, en tout cas pas toutes, hein, une. Je ne sais plus comment il l'appelle. En tout cas, vous avez la variété. Une variété va se développer et elle va résister. C'est ça la gentilité de la réparation. Moi, je crois que l'existence est un processus de réparation et donc de blessure. Vous voyez ? C'est pour ça que Paul Valéry m'intéresse beaucoup par rapport à son histoire en tout cas, il parle d'autres choses encore plus complexes, mais parce que quand il dit que le couturier ou la couturière, on a tous fait cette expérience de vouloir recoudre quelque chose, de chercher, puis un jour on nous a montré, voilà. En fait, il explique comment l'être humain, en fait, est mu par cette agentivité de corriger, en fait. Et il faut bien assimiler ça du point de vue, je dirais, philosophique, et même, en fait, à mon sens, poétique, pour pouvoir, à partir de là, peut-être essayer de penser à un espace où blessure et réparation se retrouvent, en fait. C'est ce qu'on avait essayé de faire à la colonie, où, en fait, on a créé un espace, à Paris, où on pouvait venir discuter avec des gens qui étaient en fait de tous bords, mais on essayait de travailler justement à s'écouter, puisque réparer, comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi écouter.
Voilà, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps malheureusement, mais votre question, elle était très importante. Merci. Merci beaucoup. Merci.